Pendant tout le festival d'Avignon, Culture Nomade TV vous invite à découvrir le spectacle autrement. Avec Levez le rideau, poussez les portes des théâtres, rencontrez les comédiens, découvrez les mystères de la création et installez-vous confortablement pour profiter du spectacle. Mais rentre chez toi, Michel, être émotive au travail, tu sais, c'est mal. Ma fille est enceinte, elle ne veut pas garder l'enfant. Oh, je suis Marie-Joseph. C'est un crime puni par la loi, il fallait réfléchir avant. C'est plus joli quand tu souris, Marie. Wow! Quand on met un enfant au monde sans amour, on lui donne la vie peut-être, mais on lui enlève toutes ses choses. Oui, qu'est-ce que vous avez pensé du spectacle ? C'était très bien construit, avec beaucoup de ferveur, et puis ça a été bien amené. Moi, j'avais déjà vu un spectacle sur Gisèle Halimi, mais là, c'était un renouveau, une refaçon de voir le procès. Le point de vue d'un homme, ça m'intéresse. Ouais, super ému. Non, énorme. La mise en scène formidable, le jeu formidable. Et voilà, ça nous emmène, ça nous emporte. Franchement, je suis... merci en tout cas, super cadeau. Ça fait beaucoup d'humanité dans toutes ces femmes qui étaient là. Voilà. J'avais déjà vu les Molières, après j'ai acheté le texte, je l'ai lu et je suis venu voir comment le texte était monté. Et donc c'est très beau, c'est très très bien fait. C'est émouvant puisque cette loi qui est arrivée derrière a permis de libérer beaucoup de femmes. Gardez bien en tête que vous n'êtes pas coupable. La seule coupable ici, c'est la loi. Nous sommes avec l'équipe artistique du procès d'une vie et qui nous plonge dans le procès de Bobigny au début des années 1970. Et Barbara va commencer à nous expliquer pourquoi tu as écrit et mis en scène cette pièce. Eh bien, déjà, donc j'ai coécrit cette pièce avec Karina Testa. Et c'est elle qui est à l'origine de cette idée-là, puisqu'elle l'avait en tête, elle avait croisé ce projet il y a quelques années avant, et elle l'avait gardé dans un coin de tête, et au moment où on s'est rassemblés pour avoir envie d'écrire une pièce, elle m'a proposé ce sujet-là. Et on s'est mis à se documenter autour du procès de Bobigny, effectivement, mais après on est allé lire beaucoup de choses sur Gisèle Halimi, Simone de Beauvoir, enfin qu'on avait déjà lu pour Simone de Beauvoir, et on a décidé donc de parler de cette période historique des droits des femmes, et notamment du droit à disposer de son corps, parce que ça nous semblait essentiel déjà d'interroger le monde aujourd'hui sur les droits des femmes, et aussi de voir les résonances qu'il y a aujourd'hui avec tous ces thèmes qu'embrasse la pièce. Je cherche quelqu'un qui pourrait nous défendre car ma fille a avorté, quelqu'un nous a dénoncé. Je suis Gisèle Halimi, mais vous pouvez m'appeler Gisèle. Je souhaite transformer votre procès en procès politique contre la loi avortement. En fait, il y a plein de sujets qui sont à l'intérieur et dans les plis de la pièce, comme le consentement, puisque nous, on a décidé de tordre un petit peu la réalité de ce procès-là, puisqu'il s'est avéré qu'il y avait qu'il y avait eu le viol de Marie-Claire dans cette affaire, mais on a décidé, nous, de le traiter en interrogeant la manière dont un homme impose à une femme, dans cette relation-là, d'avoir une relation sexuelle alors qu'elle n'y est pas prête, et bien qu'il soit en couple. Le cou, les seins. Il passe sa main sur mon gilet. Je lui retire et m'éloigne un peu. T'inquiète pas. Dis ça, ne t'inquiète pas. Il n'a plus la même voix. Encore des petits bisous. Non, je dois partir maintenant. Encore des petits bisous. Allez, je dois... s'embrasse. On voit bien que dans les générations de ceux qui ont 20 ans, demander le consentement, parfois même ça va hyper loin sur plein de petits détails. Tu es d'accord pour que je te tourne ta veste ou voilà. Et on sent qu'en fait il y a un vrai intérêt. Alors même si sur ce petit aspect de je te tourne ta veste c'est rigolo, mais en vrai il y a une vraie question de comment on consent, comment on demande à l'autre s'il est d'accord. Là on a vu la partie mise en scène, écriture. Comment vous êtes préparé à jouer cette pièce ? Est-ce que vous avez fait beaucoup de recherches sur vos sur vos personnages respectifs?
Je parle pour Michel Chevalier, c'est une femme qui a vraiment existé, donc j'ai lu en plus de tout ce qui se passait à cette époque, j'ai regardé beaucoup de photos, j'ai regardé des films, voilà, moi c'était ma manière, et puis j'ai interrogé les femmes de ma famille aussi, et c'était ma manière à moi de me préparer à ce rôle. Moi, j'interprète Marie-Claire Chevalier. Je suis allée beaucoup à la bibliothèque François Mitterrand dans le 13e parce qu'il y avait des archives de ses interviews. Donc j'ai réussi à trouver des archives d'elle qui parlent, des archives même quand elle était adulte, qui parlent de cette histoire. Et j'ai essayé de m'imprégner en tout cas de son sentiment intérieur, de comment elle avait vécu les choses. Et j'ai pas essayer du tout de faire une représentation de ce qu'elle était avec sa manière de parler, parce que finalement, j'ai essayé moi de retrouver mes 16 ans. Maintenant, on va essayer d'imaginer ce que tu pourrais répondre si le juge te demande de raconter les étapes de ton avortement. Mais il va pas me demander de décrire ça. Malheureusement, il peut te demander tout ce qui peut lui sembler utile pour juger cette affaire. Ce qu'on va dire ou entendre peut être très dur. Enfin, moi, je l'ai beaucoup regardé parler dans des interviews, des émissions, aussi après avoir aussi lu ce qu'elle avait écrit ou des choses qui avaient été écrites sur elle. Et oui, on se nourrit de tout ça, sachant que évidemment, on n'est pas ces femmes-là, mais on recherche en nous vraiment ce qui fait écho et ce qui peut nous ressembler pour poser en fait leurs paroles et leurs combats sur les nôtres, les faire se rejoindre pour que ce soit authentique. L'audience correctionnelle est ouverte. Madame Bambuc, Micheline. Madame Saucé, René. Madame Chevalier, Michel. Madame Dubouchex, Lucette. Vous avez été renvoyés devant le tribunal correctionnel par ordonnance du juge d'instruction du 28 juin 1972. Il y avait un documentaire avec le Daniel, ce qu'il était en réalité, mais il était beaucoup plus rude. On n'a pas fait du tout approcher de la même manière le personnage parce qu'il était vraiment horrible. C'était un sacré bougre, je crois. Hein. Donc on a joué plutôt sur le consentement, comme disait Barbara, de ces jeunes-là. Mais sinon, ça n'a pas beaucoup évolué, j'ai l'impression, chez les hommes. Hein, donc il suffit de regarder autour de soi. Non, je rigole. Hein. Ça m'a fait prendre conscience encore plus de ce que c'était, surtout dans le contexte des années qui sont pas si loin, 70. Se dire que vraiment les femmes étaient traitées comme ça dans les années 70, c'est fou. C'est vraiment fou. Et justement, toutes les figures masculines, on essaie de jouer, plutôt que faire que des méchants, de jouer sur en fait la normalité de ces hommes dans ce contexte-là des années 70. Un médecin, il dit à une fille, il dit mais elle a 16 ans, et il lui dit tu vas être enceinte, ça va être super, tu vas être une super mère, t'inquiète pas. Voilà, mais c'est normal de dire ça. Alors qu'aujourd'hui, une fille de 16 ans, bon quand même, on a pris conscience que c'était peut-être pas si normal que ça. Ce spectacle a mis 8 ans à sortir, donc on a eu le temps de regarder l'actualité mondiale avec la loupe de ce projet aussi, au fur et à mesure que ça se faisait. Et on a toutes évolué, a pris conscience de choses, parce que nous-mêmes aussi, il y a des dépôts, il y a des résidus, qui sont partout. Donc, effectivement, on interroge Julien et on se demande comment il vit cette histoire d'être avec nous toutes, tout le temps. Et c'est vrai que c'est juste, hein, puisque c'est le seul homme sur le projet, enfin, en tout cas sur le plateau, puisqu'il y a d'autres hommes dans l'équipe technique et créatrice. Mais c'est vrai que il est complètement inclus dans notre raisonnement, en fait, par moment. Il peut éclairer des choses que nous, on voit d'une autre manière et la discussion peut se faire comme ça. Barbara, tu viens de dire tout ce que j'avais prévu de dire. C'est exactement ça. En fait, voilà, moi, c'est vraiment un autre travail, enfin c'est un travail d'alternante puisque c'est Jeanne Arène, donc la titulaire du rôle, qui a créé le rôle. Donc moi mon travail il est de rentrer dans ses pas et de regarder beaucoup la capta et de capter son énergie et de récupérer toutes les infos, etc., d'en faire une petite cuisine et de restituer au mieux les propos et la mise en scène de la metteur en scène et des deux autrices. Les extraits que vous allez pouvoir voir sont les extraits qui commencent au moment où Michel a appris que sa fille est enceinte et qu'elle ne peut pas garder l'enfant.
Et du coup, elle se décide à trouver une solution et elle va chercher de l'aide auprès de son amie Lucette Dubouchex. Et ensuite, Lucette Dubouchex se retourne elle-même vers une autre amie, qui elle-même se retourne vers une autre amie. Donc, le premier extrait, c'est ça, c'est comment, d'un coup, elle déclenche une solidarité de recherche de solutions. Et le deuxième extrait que vous verrez, c'est en fait le moment où elles sont allées au cabinet de Gisèle, toutes ces femmes d'inculpés, et elles viennent chercher de l'aide auprès de Gisèle qui décide de faire un procès politique de ce procès-là, et non pas juste de défendre Marie-Claire. Elle décide d'attaquer la loi, en fait, pour la modifier à tout jamais. Et donc, du coup, elles viennent au cabinet, et toutes se présentent à Gisèle. Gisèle se rend compte qu'il va y avoir beaucoup de boulot, quand même, pour préparer ce procès avec ces femmes qui n'ont pas l'habitude de prendre la parole en public. Et après, elle demande à rester en tête-à-tête avec Marie-Claire, pour qu'elle-même puisse raconter avec ses propres mots comment toute cette histoire s'est déroulée. Et donc vous assistez en fait à l'histoire en creux de la soirée de Marie-Claire avec ce jeune homme. Et là on découvre ce que vous allez découvrir. Non mais rentre chez toi Michel, hein. Être émotive au travail, tu sais, c'est mal vu. Ma fille est enceinte, elle ne veut pas garder l'enfant. Oh, je suis Marie-Joseph, ma pauvre amie. Ils sont impitoyables les enfants aujourd'hui, ils sont pas bêtes, mais leur indépendance les tuera. Un médecin accepte de faire l'avortement pour 4500 francs. Oh, 4500 francs, non mais le monde marche sur la tête. Tu connaîtrais pas une faiseuse d'ange, toi? Une quoi? Quelqu'un qui fasse ça, pas cher. Oh Dieu, non, c'est pas une bonne action Michel, non. Je connais absolument personne, je peux rien te dire. Elle est vraiment décidée. Elle veut avorter. Oh non. Ma pauvre Lucette, je veux pas t'embarrasser avec ça. Mais si tu connais quelqu'un qui peut nous aider, je t'en serai éternellement reconnaissante. René, j'ai la fille d'une collègue de travail qui a des ennuis horribles. Elle est enceinte. Ma pauvre amie est déjà seule avec ses 3 propres enfants. Ça pose un problème épouvantable. Oh, c'est terrible. Oh, c'est terrible, oui. En plus, elle a des gros soucis d'argent. Alors avec un enfant de plus, peut-être que vous pouvez... Enfin, Lucette, ma pauvre Lucette, j'aimerais vous dire tout de suite, je vais vous aider, mais... Avec mon salaire unique et mon mari qui ne verse pas la pension, j'ai déjà du mal à finir le mois honorablement. Ah, alors... Non, c'est pas d'argent. Peut-être connaîtriez-vous une faiseuse d'enfants. Du pas, Lucette. Non, je peux pas, je veux rien savoir, c'est trop grave. En plus, cette demande m'étonne un peu de vous. Et pourquoi donc? Je pensais que ce genre d'acte était contre vos croyances religieuses. Mais je sais bien, René. Mais je me mets à la place de mon amie. Sa situation me tracasse beaucoup. Il y a des circonstances exceptionnelles comme celle-ci. Je pense que c'est la seule solution pour elle que tu aimes pardonner. Non, je peux pas. C'est vraiment trop grave. Je ne veux rien avoir à faire avec la justice. Je veux rien avoir à faire avec la justice, mais je la comprends. Bon, Michel, peut-être que la solution serait de mettre Marie-Claire dans une maison maternelle. Une quoi? Une maison maternelle. C'est un endroit où on aide les filles enceintes jusqu'à leur accouchement. Une sorte de pension de jeunes filles un peu particulière. Et qu'est-ce qu'ils font des enfants à leur naissance? Ils les confient à l'assistance publique. À l'assistance publique? Je peux pas vous laisser faire ça. J'ai été abandonnée par ma mère à 16 jours. Oh, je suis désolée de vous rappeler ces mauvais souvenirs. Quand on met un enfant au monde sans amour, on lui donne la vie peut-être, mais on lui enlève toutes ses chances. Croyez-moi, Lucette, la maison maternelle, l'assistance publique, ce ne sont pas des solutions, hein, pas pour l'enfant à venir. Oh, avorter, pas une bonne action, abandon, pas une bonne action. Tenez! Quoi, Micheline Bambu, 41 0... Soyons, Lucette. Si vraiment votre collègue veut faire quelque chose, appelez cette dame. Et dites-lui que vous avez quelqu'un qui est ennuyé. Simplement. Expliquez-lui tout ce que vous venez de me dire. Parce qu'elle est très bien toutes les deux de l'assistance publique. Bon, il se peut que ça la touche, comme il se peut qu'elle vous raccroche au nez. Si elle peut faire quelque chose, je pense qu'elle le fera. Allô? Micheline, c'est ça? Oui? On m'a dit de vous dire que j'avais quelqu'un qui était ennuyé. Comment? On m'a dit de vous dire simplement que j'avais quelqu'un qui était ennuyé. Ah non, je n'en peux rien. Elle m'a dit qu'elle n'en pouvait rien. Flûte, elle doit avoir trop peur. Qu'est-ce que vous lui avez dit exactement? On m'a dit de vous dire simplement que j'avais quelqu'un qui était ennuyé. Et? Ah ben c'est tout. Vous m'avez dit de lui dire ça simplement.
Bon, faut lui dire ça simplement, mais pas lui dire simplement ça, voyons, Lucette. Oh, vous êtes un peu... Oh, si vous ne lui avez même pas dit mon nom, comment avez-vous pu penser qu'elle vous aiderait? Soyez bien assurés que je suis l'une des vôtres et que je ne compte pas perdre ce procès. Voilà. Merci à toutes, c'était une belle première rencontre. Merci à vous, madame. Maintenant, sauf si vous avez des questions ou autre chose à ajouter, je vous libère. On va déjà... Hein? Merci. Marie-Claire, Marie-Claire, j'aimerais m'entretenir avec toi un tout petit peu, si tu permets. Je t'attends à la maison, Marie. D'accord. Tu veux t'asseoir? Tu veux un thé, un verre d'eau? Non, merci. Marie-Claire, j'ai quand même besoin de t'entendre un tout petit peu. Est-ce que tu pourrais me raconter avec tes mots comment toute cette histoire s'est déroulée? Je veux bien essayer. Je commence où? Où tu veux. Au commencement. Votre rencontre avec ce garçon? Au mois d'août, j'ai rencontré Daniel. On était camarades, je lui faisais beaucoup confiance. Un soir, on était à la boum d'une copine. Et il m'a demandé si je voulais partir de la soirée pour aller chez lui, manger un bout et écouter des disques. J'ai accepté parce que je l'aimais bien. Arrivé chez lui, je sais plus trop. On a discuté. I say no, no, don't let me play the fool. For the thing you ask, oh, it's so cruel. Can't you see it is me, baby? Alors? Bah non, je connais pas. Tu connais pas? Non. Ah, tu veux dire que je l'ai mal chanté? Non. Bah, je te la fais écouter alors. Je sais pas c'est quelle heure. 10h moins le quart. Je sais pas trop. Ah non, mais vraiment, ça va. Eh, faut trop que tu l'entendes, je te dis. Je te reconduis après. Ok. Mais on traîne pas, hein. Ah mais oui, bien sûr. Bah non, vraiment je connais pas. Hein. C'est beau. Quoi? 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 Arrête. C'est trop nul. Puis il me vole un bisou, puis deux, puis trois, puis on s'embrasse. Bon, on y va? Bon, on y va. Puis il commence à rapprocher son corps. On s'embrasse, mais il faut que je parte et on a du mal à partir. Puis il commence à danser contre mon corps. Puis il m'embrasse le cou. Moi j'essaie de reculer. Daniel, faut que j'y aille. Daniel, faut qu'il y aille. Daniel! Ouais, c'est bon. Il me serre contre lui. Il me caresse les cheveux, le cou, les seins. Il passe sa main sur mon gilet. Je lui retire et m'éloigne un peu. T'inquiète pas. Il me dit ça, ne t'inquiète pas. Il a plus la même voix. Encore des petits bisous. Non, je dois partir maintenant. Encore des petits bisous. Allez, je dois... On s'embrasse. On s'embrasse. On s'embrasse. Tu dois quoi? On s'embrasse à nouveau. Je sais plus. Je suis très mal à l'aise. Je le repousse avec mes lèvres, avec ma tête. On dirait qu'il joue. Tu joues à quoi là? Il ne m'entend plus. Il me désire si fort. Il me maintient contre son corps. Il remonte ma jupe. Moi, j'ai comme les mots bloqués dans ma gorge. Je sais plus. Moi, j'ose plus le regarder. Non. Non, Daniel. Daniel! Marie-Claire, ce garçon t'a forcé? Non. Peut-être. Je sais pas. Tu as raconté tout ça à quelqu'un d'autre? Oui. Non. Non, non. Je comprends. Tu as dit non? Oui. Mais oui, je crois. Il a été violent? Plus violent que ce que tu décris? Oui. Je crois. Je sais plus. J'arrive plus à me souvenir, je suis brouillée. Je comprends. Marie-Claire, mon métier c'est de mettre des mots là où tout le monde évite d'en mettre.
Marie-Claire, ce garçon t'a violée. Écoutez, je sais pas. Je sais plus. Moi, je veux plus parler de tout ça. Je veux passer à autre chose et qu'on me laisse tranquille, d'accord? J'arrive plus à me souvenir. Je suis brouillée dans ma tête. Je sais plus. Et tu as dit non. Oui, je crois. Écoute-toi, crois ton instinct. Je sais plus rien. Moi, je veux plus le voir. Si tu ne souhaites pas le voir, tu ne le verras pas. Il faut que je parte. Je suis vraiment désolée, je m'en vais mal. Attends, Marie-Claire, attends. Tu as refusé, tu as dit non. Ce jeune homme est une recluse, ne mérite ni ton doute,